c'est une invitation, comme je disais au départ, une invitation à la joie, mais c'est aussi, je crois, une invitation à une réflexion sur la vie, et c'est un beau spectacle à la fois joyeux et à la fois profond. La matinale avec Kim sur Beurre FM. On parle du spectacle Devdas, mesdames et messieurs, au Grand Rex jusqu'au 11 mai prochain. Ça a débuté le 24 mai, le 24 avril dernier, pardon. Et ce matin, eh bien, on reçoit Gilles Chuyen. C'est déjà 30 ans de vie en Inde, danseur, chorégraphe. Vous jouez d'ailleurs dans plusieurs rôles dans cette comédie musicale Devdas. Et c'est un plaisir pour nous que de vous recevoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Ravi donc de vous accueillir. Donc déjà un grand sportif. C'est important le matin. Le sport le matin, les auditrices, auditeurs, c'est bien. Danseur, acteur, comédien, 30 ans de vie autour de cette passion de l'Inde. Bon, avant toute chose, comment on tombe amoureux de l'Inde? Qu'est-ce qui finalement vous a amené à tisser des liens avec ce beau pays, ce grand pays, 1,5 milliard d'habitants, si je ne m'abuse, et la famille s'agrandit, puisqu'en 2027 les prévisions sont un peu plus importantes. Oui, tout à fait. Voilà, donc là-bas au niveau de l'armement démographique, on est pas mal. Monsieur Macron, si vous nous écoutez, il faut aller puiser là-bas. Alors, comment on tombe amoureux de l'Inde? D'abord, c'était une relation plutôt intellectuelle, je dirais. En fait, j'ai commencé à lire des textes hindous, il y avait une sorte de recherche spirituelle. J'ai fait Sciences Po, moi, à Aix-en-Provence, et j'ai commencé à prendre des cours de hindi dans une autre université. Et ces textes m'ont amené à la culture. Il y avait beaucoup de questions depuis que j'étais enfant sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, c'est qui Dieu, tout ça. Et donc, quand on a ces questions-là, l'Inde traverse notre vie. Et ensuite, après, j'ai décidé de continuer avec une thèse de sciences politiques sur l'Inde. J'ai écrit un livre sur l'Inde qui s'appelle « Qui est le Brahman ?», qui est sur le système de caste, c'est aussi sur l'importance de comment la caste est utilisée par les politiciens. Et j'ai commencé à prendre des cours de danse indienne aussi quand j'étais en France. Et puis finalement après, donc j'ai eu une bourse des affaires étrangères pour faire ma thèse. J'ai continué la danse, et donc en Inde je faisais tout ça. J'écrivais ma thèse, je dansais, et une fois que la thèse était terminée, j'ai décidé de continuer avec la danse et le théâtre parce que c'était vraiment ma passion. Donc voilà. En fait, vous êtes le Mbappé de la danse. C'est vrai, le Mbappé du football, lui, il est cerveau bien fait et en même temps footballeur. C'est vrai que c'est incroyable parce que le parcours laissait pas forcément présager que vous seriez dans le domaine. Moi, je vous aurais plus vu dans un ministère en France, mais finalement, malgré ces études exceptionnelles et ce parcours, vous avez choisi plutôt votre passion. C'est ça. Et puis la recherche spirituelle en ce qui vous concerne. C'est ça, tout à fait. En fait, j'avais rencontré un maître spirituel en Inde parce que j'étais un petit peu confus à un moment, et il m'a dit mais qu'est-ce qui te rend heureux? Je dis je suis le plus heureux quand je suis sur scène. Alors il m'a dit vas-y. Et voilà, et me voilà 30 ans plus tard. Finalement, voilà, on peut finalement être heureux, avoir du bonheur avec des passions. Exactement. Et même si on a fait un parcours divers et varié, on n'est pas forcément obligé de le choisir comme métier, quoi, finalement. Tout à fait. Et en même temps, ça m'aide parce qu'en fait, en Inde, en tant que chorégraphe, souvent on a cette idée qu'en fait, un chorégraphe, c'est quelqu'un qui est plus dans peut-être le physique et la danse, mais en fait, il faut avoir beaucoup de références culturelles, historiques. Moi, en Inde, je travaille, donc j'enseigne aussi à l'École nationale dramatique à Delhi, où on fait beaucoup de pièces qui sont en relation avec des textes européens ou indiens sur des périodes très particulières. Et donc je dois avoir une connaissance de la culture, de l'histoire de cette époque-là pour pouvoir créer une chorégraphie qui est en lien avec cette culture. Donc ça, en fait, ça m'aide beaucoup. Avant de parler du spectacle dans un instant, comment on peut qualifier les Indiens? Parce que c'est vrai que nous, d'ici, on a du mal. On sait que c'est un grand pays, on sait qu'il y a une dynamique, notamment des cerveaux dans plein de domaines, de technologie, etc. On sait aussi que, vous parliez des castes, que c'est un pays qui est organisé socialement différemment de ce qu'on connaît, nous, en Europe, et que c'est difficile aussi de sortir de ces castes. Moi, j'ai des amis qui sont coiffeurs, et le gars m'expliquait, il me dit tu vois tous les coiffeurs là, ils sont tous de mon village, et c'est un village que de coiffeurs. Je dis comment ça? Il me dit chez nous c'est notre caste, on est coiffeurs de père en fils, de frères, etc. Comment c'est organisé là-bas, parce que vous connaissez bien le pays? Et en fait c'est ça, c'est une sorte de division sociale du travail qu'on retrouvait aussi en fait en Europe, en fait au Moyen Âge avec les nobles, les bourgeois, et en fait il y a
Beaucoup de chercheurs parlent en fait d'un système en fait qui se rattacherait à la civilisation indo-européenne. C'est-à-dire qu'en fait au départ on aurait dit qu'en fait quand on a un métier, ce métier crée une communauté et donc en fait c'est comme ça. Mais c'est resté en Inde en effet très fort, c'est très hiérarchisé en effet. Mais après c'est un petit peu, là je dirais il y a maintenant un petit peu. Donc c'est un mélange de système de caste et système de classe, c'est-à-dire qu'aussi la classe économique, on peut être d'une caste très élevée mais être très pauvre. Donc par exemple dans le village, dans un village, la caste va rester encore très forte, c'est-à-dire que si on est un brahman et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, les gens quand même vont vous respecter. Mais dans les grandes villes, ça reste quand même aussi, enfin, c'est un peu de tout, c'est-à-dire qu'on va regarder votre caste, mais quelqu'un qui est de basse caste mais qui a beaucoup d'argent va aussi avoir un pouvoir économique. Donc c'est un pays qui est assez difficile à lire et justement ayant fait une thèse de sciences politiques sur le pays, ça m'aide vraiment à avoir les codes et à lire ce qui se passe dans le pays. Qui pense Inde pense Gandhi. Oui. Comme personnage. Oui. Quelle influence, on va dire, Gandhi a encore aujourd'hui en 2025 sur le pays? Est-ce que dans la philosophie de vie de l'Inde et des citoyens, ça existe encore? Ou alors finalement on est aujourd'hui à l'ère du numérique digital et donc les choses ont bougé comme sur le continent africain par exemple? C'est encore très fort en termes de références politiques et philosophiques, c'est-à-dire que je dirais un peu maintenant, c'est un peu comme un sorte de... beaucoup de politiciens veulent se l'approprier en disant que moi je viens de cette lignée. C'est un peu comme Mandela, quoi. Voilà, de cette lignée-là. Donc non, c'est encore très fort par rapport à plein de choses, par rapport à la... Donc en fait, moi j'ai fait justement une partie de mon doctorat, c'était sur la notion de violence et de non-violence. En effet, c'est ça. Donc cette notion est très très ancrée dans les textes en fait indiens. C'est-à-dire que au moment en hindouisme, il y a un moment, il y a une sorte de un shift en fait parce qu'en fait il faisait des sacrifices d'animaux et donc quand le bouddhisme, le jainisme sont devenus plus forts en Inde, cette idée de ne pas tuer pour entrer dans une prière, le fait de simplement d'offrir maintenant que des céréales ou des choses comme ça, d'enlever la violence dans les rituels, ça a été très fort en Inde et après ça a été réutilisé après plus tard justement parce que donc Gandhi justement parlait de cette notion de non-violence qui était plutôt dans la sphère spirituelle et religieuse et l'amener aux politiques. Et beaucoup d'autres en fait politiciens disaient mais non, en fait il faudrait pas faire ça parce que d'autres communautés par contre utilisent la violence comme un outil politique et donc c'est encore un grand débat en ce moment en Inde par rapport à tout ça. Ce matin on reçoit Gilles Chuyen donc, qui est avec nous, 30 ans en Inde, il est acteur, danseur, chorégraphe, politologue, en fait il est multicarte, notre invité il est multicarte et on parle de ce spectacle incroyable évidemment jusqu'au 11 mai prochain avec Devdas, plus de 12 000 billets vendus à travers le week-end, 5 séances au Grand Rex à guichet fermé en 2024. C'était déjà un succès, alors cette année ça va être encore plus grandiose. Les premières réactions sur le spectacle, parce que je le disais, des auditrices auditeurs sont venus vous voir et c'est vraiment pharaonique. Il y a la couleur, il y a évidemment les danseurs, danseuses, il y a l'histoire, parce que vous savez, nous en France on est quand même romantique, on aime bien Roméo, Juliette, on aime bien les histoires compliquées et en fait c'est le monde entier qui aime les mêmes histoires. Et tout à l'heure je voulais vous faire un parallèle parce que pour moi qui suis de culture franco-algérienne, en Algérie il y avait un film Janito qui a cartonné, les films indiens en Algérie cartonnaient les histoires comme ça romantiques, etc. C'est quoi le succès pourquoi ce succès finalement planétaire finalement? Mais Bollywood, je pense que en fait ça nous reconnecte ça nous relie à des histoires d'amour. En fait, je pense que souvent un petit peu peut-être le public occidental est devenu un peu blasé par rapport à tout ça. Donc en fait c'est un peu une invitation à croire en l'amour, à ressentir les émotions de manière aussi plus forte. C'est aussi c'est comme vous le dites aussi, c'est aussi la couleur, parce que par exemple moi je me rends compte de la façon dont je m'habille. En fait, quand on est en France, souvent on veut se mettre en bleu ciel, gris, noir et marron, mais quand on veut mettre du rouge, du vert, du bleu, du jaune, et en Inde toutes les couleurs sont là et c'est aussi quand on est en Inde en fait c'est vraiment une explosion sensorielle, c'est-à-dire que les couleurs, les odeurs,
les expériences visuelles, c'est ça. Et Bollywood, c'est ça, c'est un petit peu en fait montrer que l'Inde a tout ça à offrir. Et c'est une expérience. Plutôt qu'une idée, l'Inde, c'est vraiment une expérience. Il y a vraiment la qualité aussi en termes de production cinématographique. Oui, oui. Attention, l'Inde n'a rien à envier aux États-Unis. Tout à fait. Clairement, c'est des grosses prods, même les petits clips de rappeurs, entre guillemets. Quand je les vois, je me dis, il y a quand même de l'oseille là, au niveau du budget. Oui. Ça fait partie de la culture finalement indienne, le cinéma. Oui, le cinéma, en fait, moi je dirais qu'en fait les acteurs c'est presque comme des demi-dieux. C'est-à-dire quand on voit en fait quand il y a des, là j'étais à Bombay justement pour la répétition du spectacle et devant la maison de Shah Rukh Khan, il y a toujours des gens, il y a toujours oui, c'est ce que une centaine de personnes qui attendent pour le voir parce que même le voir c'est comme aller dans un temple et voir l'image du divin en fait en face d'eux. Donc c'est très très fort. C'est aussi en fait croire aussi à que quand ils ont des rôles de héros et tout ça, c'est en fait les gens croient que c'est possible. Ils les voient plus que l'acteur et en fait il y a la réussite, il y a la notion de réussite. C'est tout ça qui encourage les gens à croire que le changement est possible. Vous êtes vu comment par vos amis de France, etc., ceux qui vous ont côtoyé à Sciences Po, etc. J'aimerais bien. Est-ce qu'il y en a qui sont devenus ministres Oui, il y a beaucoup. Tous mes amis sont. J'étais dans la classe à Rotaillot. Oui, ils sont ambassadeurs, ils sont professeurs à la Sorbonne et tout ça. Voilà, donc ils vous ont vu sur scène oui, ils viennent me voir là. Oui. J'ai toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'étais à Sciences Po, j'étais le danseur, et dans mon cours de danse, j'étais l'intellectuel, j'étais l'intello. C'est ça, ouais. Voilà, donc j'ai toujours été un petit peu comme ça, le hors caste. Hors caste. Bon, les filles, parce qu'on a des filles qui sont avec nous, qui sont stagiaires avec nous, on va leur donner l'occasion ce matin, un petit exercice qu'elles n'ont jamais fait encore de vous poser une question. On va commencer par Aurore, une question qui te vient à l'esprit pour notre invité par rapport à Devdas. Sachant que j'en ai déjà posé pas mal hors antenne. Pas forcément par rapport à Devdas, mais je voulais savoir si finalement vous pourriez aujourd'hui, je ne sais pas où vous vivez aujourd'hui, mais si vous pourriez reprendre une vie complètement hors lien avec l'Inde, notamment en vivant en France. Je pense que ce serait possible, mais j'en ai pas du tout envie. Ouais, on sent que vous êtes très très attaché. Ouais, oui, pour moi, c'est une société qui me donne beaucoup de liberté. Et en termes de créativité, c'est incroyable parce que je peux travailler avec. Déjà en Inde, il y a 9 styles de danse classique. Donc, nous, quand on dit danse classique en France, donc c'est le ballet classique. Mais la danse classique indienne, en fait, a 9 styles qui sont complètement différents. Le théâtre est vivant, il y a énormément de styles de théâtre. Donc moi, j'ai travaillé avec des grands maîtres de toutes les danses indiennes et c'est un espace. En fait, dans les années 90, il y avait énormément de travail, ce qu'on appelle la fusion. C'est-à-dire que les danseurs classiques indiens voulaient travailler avec des danseurs occidentaux. Il y avait très peu de danseurs occidentaux qui étaient en Inde. Et donc, j'ai fait énormément de spectacles comme ça, complètement extraordinaires, où on essayait justement de partager un dialogue culturel. On ne parle pas la même langue, mais en essayant de se connecter à la même énergie. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parlait, j'ai fait un spectacle par exemple, sur la pluie. Sur la pluie, en fait, quand on pense à tout ce qui est poétique en France, la pluie, c'est l'automne, c'est un petit peu la mélancolie. Alors qu'en Inde, la pluie, c'est le bonheur, fin de l'été, c'est le bonheur, c'est la mousson qui arrive. C'est l'énergie. Voilà, et donc tous ces contrastes l'agriculture, culturels. J'ai fait des spectacles comme ça qui étaient vraiment magiques et ça, je sais que je peux pas vraiment le trouver si je reviens en Occident. Est-ce que Kim, tu m'autorises une question bonus où on est serré sur le temps. Ils prennent le doigt. Allez. Je suis très frustrée. Vas-y. Vous vous sentez aujourd'hui plus français, plus indien, les deux? Plus indien. Plus indien. Voilà, c'était rapide. Il a choisi les plus forts, ils sont à 1,5 milliard en même temps. Inès, une petite question. Alors attends, je t'ouvre le bon micro, vas-y Inès. Est-ce que vous avez déjà eu une affinité avec un autre pays que l'Inde? Est-ce que vous avez déjà ressenti un amour pour une autre... Non, pas vraiment. Alors moi, de sang, je suis pas vraiment français parce que je suis carteron français, allemand, espagnol, vietnamien. Ah oui, il y a du mélange. Voilà. Ah bah ça va, je pensais. Bah donc là ça tombe bien. Enfin, excusez-moi, mais il n'y a pas que les Arabes qui sont sur les listes, monsieur. Je vous le dis tout de suite. Il y a les Noirs, mais il y a aussi les gens comme vous, monsieur. Parce que vous, on va regarder l'identité d'origine. Il y a du mélange. Donc papa était moitié vietnamien, moitié allemand. D'accord. Était né en France, donc il est devenu français. Et ma mère était moitié espagnole, moitié française. Donc il y a mon nom de famille est vietnamien. En fait, Xuyen, c'est le prénom de mon grand-père. Donc il y avait une attirance pour l'Asie toujours, mais l'Inde, ça s'est un petit peu imposé très vite, très vite. Et c'est un petit peu quand je voyage, j'ai dû voyager dans une trentaine de pays avec mon travail, mais à chaque fois c'est l'Inde, je me sens que c'est quelque chose de, il y a une énergie qui est vraiment très très particulière et je me sens vraiment à la maison quand je suis en Inde.
Et une question, Juliette. Oui, ma question. En apprenant plus de l'Inde, qu'est-ce qui vous a le surpris le plus dans tous vos études de ce pays-là? Moi, je pense que ce qui m'a vraiment touché, c'est le rapport avec la communauté. C'est-à-dire que quand j'étais en France, quand je suis parti en Inde et que je suis revenu la première fois, je me suis rendu compte en fait que j'étais vraiment très seul. Donc j'avais un papa, une maman, des frères et sœurs, mais le sens de groupe et de communauté n'était pas là du tout. Et aussi le rapport, moi ce qui m'a beaucoup touché, qui me touche toujours en Inde, c'est quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux, il y a un rapport, on sent que l'énergie, il y a un échange d'énergie. Alors que souvent, et moi ça c'est ce qui s'est passé, donc je suis allé en Inde la première fois quand j'avais 22 ans, quand je suis revenu à Aix-en-Provence, dans la rue, je voulais regarder les gens dans les yeux et les gens étaient très ils ont le regard fuyant. Qu'est-ce que tu veux vous regardez quelqu'un dans les yeux dans le métro, ça se finit en bagarre. Voilà, exactement. Bah oui. Et je me suis rendu compte qu'en fait en Occident, regarder les gens comme ça, c'est pas le même rapport. On fait pas. Il y a soit on va faire un pickpocket, soit il y a un côté un peu plus on flirte avec la personne, tout ça. Et moi c'est quelque chose j'en avais besoin. Ce rapport humain. Et quand par exemple moi j'ai fait des voyages en train en Inde avec des étrangers pendant 20 heures, on parle de tout, de la vie, de la mort, et moi c'est ça qui m'a vraiment touché, c'est que les gens en fait vraiment parlent. On parle et vraiment il y a un échange humain et énergétique même, c'est-à-dire qu'on ressent l'énergie de la personne et la communauté. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Inde, je restais avec quelqu'un, après je suis allé à un mariage, donc il y avait d'un coup, et c'est pareil là maintenant, quand je me rappelle, j'ai fêté mon premier anniversaire quand j'avais donc 23 ans je crois, quand j'étais en Inde, et il y avait à mon anniversaire, il y avait une 50aine de personnes, alors que d'autres Français qui étaient là depuis 5 ans, on n'avait que 4 amis français. Ils me disaient mais comment ça se fait que tu as 50 voilà. Mais je dis parce que je suis danseur, et donc dans et quand on est danseur, on ne regarde pas si tu es français, indien, américain. C'est seulement être danseur, et donc c'est une communauté d'artistes et faire partie d'un groupe, et voilà, et ça c'est quelque chose que je crois dont j'avais besoin, et ça m'a beaucoup touché. Les relations humaines directes. Oui. Notre invité ce matin, Gilles Chuyenne, donc, qui est avec nous, 30 ans de vie déjà partagé avec l'Inde, et on parle du spectacle Devdas, donc qui se déroule en ce moment, mesdames et messieurs. C'est au Grand Rex à Paris. Déjà la salle elle est exceptionnelle, évidemment, c'est mythique, et puis jusqu'au alors je dis pas de bêtises, le 11 mai prochain, donc ce spectacle s'y produit. Alors à raison de quelle fréquence dans la semaine, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être s'organiser pour venir, soit en semaine, soit le week-end? Donc du mardi au vendredi c'est le soir, c'est à 20h30, et le samedi c'est 15h, 20h30, et le dimanche c'est 14h, 19h. Voilà, donc vraiment l'occasion d'y venir. Quelle réaction du public? Est-ce qu'à chaque fois vous êtes surpris à la fin par les applaudissements, par cette chaleur qui se dégage de la salle? Parce que quand on voit les images, en tout cas moi celles que j'ai reçues, des gens qui étaient donc dans la salle, auditeurs de la radio, c'était incroyable. Oui, très très fort. Donc moi je joue le rôle du narrateur, et j'ai le privilège en fait de faire une interaction avec le public. Même des fois je leur demande de se lever, de danser avec nous, et ça c'est très très fort. Donc je leur apprends des pas et on danse ensemble à la fin de l'acte 1, à la fin de l'acte 2. Et oui, c'est magique. Moi je suis toujours... pourquoi j'aime Bollywood? Parce que je fais aussi du travail contemporain et plus intellectuel. Et pourquoi j'aime Bollywood? Parce qu'en fait on offre de la joie. Et comme je suis aussi danseur chorégraphe, quand j'enseigne le Bollywood, j'ai l'impression que après 1 heure de Bollywood, il y a l'énergie à changer dans la pièce. Donc avec ce spectacle, c'est offrir de la joie, de la couleur, et c'est aussi, oui, c'est ça en fait. Les gens en fait à la fin sont debout, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en eux. Ils sourient pas que du village, mais aussi ils sourient du cœur, et c'est vraiment un bel espace pour. C'est vraiment un privilège de faire partie de cet espace de joie, de lumière, et vraiment j'adore. Moi qui suis un peu dans la musique, on va dire, j'ai vu pas mal de fusions dans le style Punjab avec de la musique orientale et arabe. Je vois là pas mal de clips en fait qui sortent de 2025 où on a des consonances comme ça orientales. C'est une évolution dans la musique indienne? Non, je pense qu'il y avait déjà ça en fait, parce que même dans les vocabulaires chorégraphiques, en fait, le travail sur un petit peu la danse orientale, la danse du ventre, ça fait complètement partie de ce que Bollywood est. Donc je pense qu'il y a toujours un peu ça. Après, oui, bon, le côté punjabi, bien sûr, est venu très fort en Occident, même, beaucoup à Londres, surtout avec les communautés punjabi
britannique. Mais en fait, oui, c'est. Je crois que l'Inde aussi, quand on parle de culture, en fait, souvent, en fait. Dans certains pays, la notion de culture est devenue très figée. C'est-à-dire qu'on dit la culture, il faut revenir à nos sources. L'Inde a toujours été ouverte. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de l'Inde, en fait, c'est une sorte de... Il y a plusieurs strates d'influence par la colonisation, par différentes communautés. Donc on retrouve ça dans l'art, dans les costumes, dans la musique, mais aussi dans la cuisine. Donc ce mélange, je pense, ça fait vraiment partie de l'essence de la culture indienne. Vous êtes évidemment amoureux de cette culture. Là, on parlait de ce spectacle Devdas. Là, c'est l'histoire de Roméo et Juliette en fait à l'indienne. C'est vrai que c'est souvent des thématiques récurrentes dans la culture indienne, les histoires d'amour, mais avec de la dramaturgie, avec parfois de l'humour. Comment se construisent justement ces histoires en Inde? Est-ce qu'elles ont toutes le même, on va dire, modèle, ou alors finalement la créativité elle est libre et on peut vraiment avoir de la diversité en matière de prod? Alors quand on regarde les films Bollywood typiques, en effet c'est un petit peu comme on dit boy meets girl, c'est-à-dire qu'il y a le garçon qui rencontre une fille, tombe amoureux, mais des fois ça marche pas parce que par exemple moi dans un de mes spectacles, la fille elle laissé son père est dans la mafia, donc voilà ça marche. Ou alors ils sont pas de la ou ils veulent pas qu'ils se marient, voilà exactement. Donc ils veulent pas se marier, machin, et donc à la fin ils se marient. Et voilà. Mais donc ça c'est un petit peu l'histoire typique. Devdas c'est un peu plus particulier parce que donc c'est basé sur un livre très connu, donc écrit par Sarat Chandra Chattopadhyay. Donc on parle du Bengale. Répétez-moi le nom de famille. Sarat Chandra Chattopadhyay. 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 Ah, bravo. Vous inquiétez pas, 2-3 stages avec vous. Je pourrais dire bonjour en hindi, etc. dans les prochains jours. Voilà. C'est important d'apprendre. Oui, bien sûr. Donc on parle du Bengale du début du XXe siècle. Donc c'est une histoire qui a été en fait transformée après en film plusieurs fois, avec justement le film avec Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit et Aishwarya Rai. Nous on est revenu au livre. Ce qui est beau en fait dans l'histoire de Devdas, c'est qu'il y a aussi il y a un rapport aussi à la mort, aussi un sorte de déclin. Donc c'est même dans cette comédie musicale. Souvent les comédies musicales Bollywood peuvent être très simplistes en fait dans l'histoire, mais là il y a un travail aussi dans l'acte 2 justement sur ça, justement parce qu'il n'arrive pas à trouver cet amour-là, donc il va un petit peu, il va à Calcutta, il va dans une maison close, il rencontre une courtisane. Il y a tout ce rapport-là, comme ça, un peu un sorte de déclin. Enfin, c'est aussi une histoire de choix, c'est-à-dire que il venait d'un milieu très très aisé, très confortable, et en fait, finalement, une sorte de effet boule de neige, et à la fin, en fait, il est un petit peu misérable, il est dans l'alcool, il est malheureux, et donc on amène ça aussi, comment les choix nous amènent à des endroits où en fait on ne voulait pas aller, et c'est un peu un petit peu on offre aux spectateurs c'est une invitation à regarder leur propre vie, leur propre choix. Vous êtes combien de danseurs sur scène dans ce cadre de ce spectacle? Donc là, on est 20 danseurs, 6 acteurs et 3 acrobates aériens. Ouais, donc c'est une vraie compagnie sur scène. C'est tellement physique, éprouvant. Comment on arrive justement à tenir? C'est des entraînements quotidiens. C'est même si on connaît le spectacle, c'est à chaque fois des répètes. Comment ça se passe? Oui, c'est ça, c'est des répètes. Après, souvent, quand il y a la metteuse en scène ou le producteur, on dit qu'en fait, des fois le lendemain, on doit se rencontrer un peu plus tôt pour retravailler sur des scènes qu'on pense n'ont pas été données. Après, moi, je fais du yoga, de la méditation tous les jours. Moi, c'est plus là en fait, parce qu'en tant qu'acteur, moi, les filles, elles font le poirier quand elles arrivent à la radio le matin. Chaque obligatoire. Matin, le poirier doit être obligatoire. Non, je vais les filmer, je vais les mettre sur internet. Et sache que je médite tous les jours aussi pour ta gouverne. Je ne fais pas que le poirier. Moi, si j'avais médité, j'aurais peut-être réussi au niveau scolaire. Et mes profs disaient que je méditais pas beaucoup à l'époque. Bon, je rappelle que ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'à bac plus 2, parce que j'ai voulu m'arrêter à bac plus 2. Ne me prenez pas pour un con non plus, les auditrices auditeurs. Parce que ça va, j'ai souffert de ça déjà au niveau scolaire. Bon, non mais c'est beaucoup d'activités physiques. Donc il y a un échauffement bien sûr avant le spectacle, et puis après voilà. Bon, en tant qu'acteur, c'est vraiment me centrer, donc voilà, bien sûr de la méditation tous les jours, mais aussi avant le spectacle, pendant le spectacle aussi, parce que j'ai beaucoup de choses d'entrée, donc c'est vraiment rester dans cet espace-là et
parce qu'il faut arriver à justement à amener le public à cette histoire-là et pas de vraiment être dans son espace personnel, mais amener un espace plus universel, plus d'énergie, c'est un peu ouvrir notre énergie pour que le public arrive à avoir une expérience vraie. Un spectacle participatif, comme vous l'avez dit. Oui. Vous invitez évidemment le public à danser avec vous, Oui. à partager ces moments. Quel est selon vous, ça va être un peu la dernière question, après on vous laissera le mot de la fin évidemment. D'abord on rappelle à tout le monde que tout le monde peut réserver sur le grandrex.com et que le spectacle a lieu donc jusqu'au 11 mai prochain, mesdames et messieurs. Donc allez, faites vite pour réserver vos places. Quel est le moment le plus... on va dire où il y a le plus de sensibilité selon vous dans le spectacle pour vous, je parle bien pour vous. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce spectacle, et c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, on a décidé d'entrer dans un classique français. On revisite Je ne me quitte pas de Jacques Brel. De Jacques Brel. Ouais, et c'est très très fort. Magnifique. Parce qu'en fait, c'est un moment justement où je commence en disant les amants n'ont pas pu se retrouver. Est-ce que l'amour meurt quand les amants meurent? Et on commence comme ça. Donc c'est un peu une réflexion justement sur qu'est-ce que l'amour et c'est aussi parce qu'en fait Chandramukhi, qui est la courtisane, à la fin devient plus spirituelle parce que tout le monde est mort et justement elle veut trouver un autre espace dans sa vie et c'est une sorte de conversion interne. Donc moi ce moment c'est très fort parce que justement après donc deux chanteurs de la troupe chantent cette chanson là. Et moi, c'est un moment très très fort pour moi. Gilles Chuyenne est notre invité. Ce matin, on parle de Devdas. On va vous laisser le mot de la fin à celles et ceux qui nous écoutent là maintenant. Le mot qui va les inciter à venir finalement voir Devdas. Alors c'est une invitation, comme je disais au départ, une invitation à la joie, mais c'est aussi, je crois, une invitation à une réflexion sur la vie. Et je pense que c'est un beau spectacle à la fois joyeux et à la fois profond. Alors, magnifique. Merci. Merci Gilles. Merci beaucoup. Dernière question Gilles, parce que l'émission est filmée. D'accord. Votre tenue, elle s'appelle comment ? Parce que les gens vont vous voir en vidéo, vous avez une tenue traditionnelle. Non, c'est un petit peu, c'est un peu une sorte de fusion, donc un pantalon normal, mais une sorte de chemise qui est un petit peu avec des thèmes orientaux et un châle qui vient du Cachemire. D'accord, voilà, non, je vais poser la question, savoir si, parce que les gens ils vont voir, me dire. Bien sûr. Au départ, ils voient une image sur YouTube. Qui est ce monsieur dans la matinale ? Qui est ce monsieur avec les cheveux longs et le châle ? C'est moi. Bon, moi je vais vous faire une surprise. Je vais vous mettre un son que j'ai produit avec un artiste indien. D'accord. Comme ça, vous allez me traduire la chanson parce que des fois qu'ils m'auraient insulté dans le morceau, c'est sorti déjà depuis un certain moment. Si jamais il m'a insulté, on sait jamais. Non, c'est un morceau que j'aime beaucoup, que j'ai produit. Comme ça, vous allez voir que je suis amoureux aussi de cette culture. Merci, belle journée. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus ce matin.